Bonjour à tous, bonjour Jean-Christophe Lagarde, bonjour, président de l'UDI. On va beaucoup discuter ce matin au Conseil des ministres, certainement de la réforme de la Constitution, qui viendra en débat vendredi. Notamment, il y a la déchéance de nationalité. On n'y comprend plus rien. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va être votée? Est-ce qu'elle ne sera pas votée? Ça paraît très confus. Ça ne m'étonne pas beaucoup que vous n'y compreniez pas grand-chose. Vous, comme un peu tout le monde, parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, d'improvisation dans cette affaire. Et quand on touche au texte constitutionnel, à la loi fondamentale de la République, on ne devrait pas être dans l'improvisation. Aujourd'hui, le gouvernement va changer la rédaction de l'article 2, celui sur la déchéance de constitutionnalité, qu'il avait fait signer par nationalité. De la déchéance de nationalité, qu'il avait fait signer par Mme Taubira, qui a valu le départ de Mme Taubira, puis on change cet article et maintenant on revient à autre chose. Je crains que toute cette improvisation finisse par aboutir à ce que, finalement, on ne réunisse pas la majorité au Congrès. C'est dommage, parce que je trouve que la condamnation symbolique, certes, mais symbolique, et c'est important, à la perte de la nationalité française de gens qui combattent la France, qui combattent ce que nous sommes, qui combattent les valeurs qui nous rassemblent, était une chose que nous pouvions organiser sans ce pataquès politique qui finit par perdre un peu tout le monde. Ça veut dire que ce matin, vous dites que la réforme de la Constitution, elle pourrait ne pas aboutir. Je pense qu'elle a maintenant bien du mal à aboutir. À force de ne pas savoir où l'exécutif veut aller et vouloir satisfaire les uns, les autres et ne plus avoir de cohérence, moi j'ai une cohérence simple. D'abord, je ne veux pas de différence entre les Français. On ne fait pas de différence entre deux terroristes selon qu'il ait une ou deux nationalités. On le sanctionne pour son crime, pas en sachant ce qu'était son père, sa mère, parce que votre nationalité, c'est de cela dont elle dépend pour l'essentiel. Deuxième chose, on doit pouvoir le mettre dans la Constitution, dans la loi, et respecter la Convention de 61. On peut tout faire, simplement il faut arrêter l'embrouillamini et trouver un chemin. La Convention de 61, elle défend qu'il y ait des apatrides. Pas du tout, pas du tout. Le général de Gaulle, en son temps, a lui prévu qu'on pouvait activer une clause qui dit que quand un individu, un citoyen français, quel que soit son État, mononational ou binational, attente gravement aux intérêts de l'État, eh bien, il peut être déchu de sa nationalité. Donc même avec la Convention de 61, on peut déchoir des terroristes qui attaquent la France. Mais est-ce que vous voterez cette déchéance? Mais comment voulez-vous que je vous réponde avec le brouillard d'aujourd'hui? Je vous répondrai quand on saura quel est le texte final. Il change quasiment tous les matins. Il y a un deuxième texte, c'est celui sur la prolongation de l'état d'urgence, l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution. Est-ce que là, vous le votez? Sur l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution, ce qui est nécessaire, c'est d'organiser un contrôle parlementaire et un contrôle juridictionnel, un contrôle des juges, qui permet que si on confie des pouvoirs exceptionnels à l'État en cas de crise, il n'y ait pas de dérive de cet État, il n'y ait pas de risque de dérive autoritaire. Aujourd'hui, en l'état du texte, objectivement, ça n'est pas satisfaisant. Le contrôle parlementaire n'est pas assez assuré, l'état d'urgence n'est pas assez limité dans le temps, c'est ce que nous demandons à modifier, on verra dans les débats. Vous demandez une limitation à combien de temps? Je pense que 4 mois, c'est un maximum. Nous l'avons proposé parce que c'est la même durée qui fait que le chef de l'État, l'exécutif, ne peut pas intervenir militairement à l'extérieur de nos frontières sans accord du Parlement. Ça paraît logique que s'il y a un état d'urgence, même s'il doit durer un certain temps, tous les 4 mois, le Parlement revote pour que l'exécutif ne s'arroge pas une sorte de plein pouvoir pendant une durée indéterminée. C'est pas un petit peu dommage que sur un sujet comme le terrorisme, les politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord? Mais pardon, c'est pas les politiques qui ne se mettent pas d'accord. Moi, je suis opposant au président de la République. Mais j'ai dit que nous étions d'accord pour l'état d'urgence, que nous étions d'accord pour une réforme constitutionnelle. Mais à un moment donné, pour être d'accord, il faut que celui qui est le chef de l'État sache où il va et sache ce qu'il veut. Dans cette affaire de terrorisme, il y a aussi l'Europe qui entre en compte et on la sent très peu efficace. Est-ce que là, il faut changer quelque chose? Vous êtes un Européen convaincu. Évidemment qu'elle est peu efficace. Elle est gouvernée par des gens qui n'y croient pas et qui sont incapables de prendre des décisions. Nous sommes organisés, entre guillemets, ou pas organisés, de telle sorte que l'Europe ne peut pas prendre de décision. Ce dont nous avons besoin, c'est d'abord de créer des garde-côtes européens ensemble, pour garder nos frontières extérieures. On voit bien que la Grèce n'est pas en situation de garder ses frontières, ni administrativement, ni économiquement. Deuxième chose, on a besoin d'une police fédérale européenne qui puisse lutter contre les grands trafics, mais également contre le terrorisme. Quand on découvre que quelqu'un qui est fiché terroriste en Belgique ne l'est pas en France et peut commettre des attentats en France, on a bien besoin d'avoir une police commune qui s'occupe de ces sujets-là. Pas de tous les sujets, pas des crimes du coin de la rue, mais des grands crimes qui traversent nos frontières. On a besoin d'un parquet européen pour pouvoir se poursuivre. Que font nos dirigeants ? Est-ce qu'enfin ils vont se réveiller et au lieu de passer leur temps à s'excuser d'être inefficaces parce que l'Europe ne serait pas d'accord, c'est eux l'Europe, c'est eux qui décident. Ils n'ont qu'à mettre l'organisation en place et qui permettrait d'être efficace et de réagir aux crises. C'est vrai sur le terrorisme, c'est d'ailleurs vrai sur l'économie.
Alors l'économie, justement, on parle de Brexit, c'est-à-dire d'une sortie éventuelle de la Grande-Bretagne de l'Europe. Les Anglais vont voter par référendum, s'ils restent ou s'ils ne restent pas. Ils obtiennent des concessions de Bruxelles. Est-ce que Bruxelles doit tout faire, tout donner pour que la Grande-Bretagne reste en Europe? Non, et je regrette déjà ce qu'ils ont concédé hier. Et j'espère que le Parlement européen ne cédera pas. Quelle est la réalité des choses ? Monsieur Cameron fait chanter l'Europe parce qu'il a promis un référendum pendant une élection chez lui, où il était en difficulté. Il a promis ce référendum pour se faire réélire lui. Et il faut changer l'Europe parce que M. Cameron a des problèmes politiques dans son pays. Mais de qui se moque-t-on? Quand il demande que les pays qui ne sont pas membres de la zone euro, 9 pays, il y a 19 pays dans l'euro, 9 pays qui ne sont pas membres de la zone euro, puissent dire leur avis, puissent éventuellement contester des décisions des pays qui sont membres de la zone euro, ça veut dire que vous, dans votre famille, le type qui est étranger à la famille, il va pouvoir parler alors qu'il a refusé de rentrer dans la famille? Mais enfin, de qui se moque-t-on? Donc si M. Cameron veut faire un référendum, qu'il fasse un référendum, mais qu'il assume ses propres turpitudes et que les dirigeants européens cessent de faire reculer l'Union européenne, cessent de faire reculer le seul instrument qui nous permettrait de défendre nos intérêts face aux États-Unis, face aux Chinois, face aux Russes, et qu'on construise enfin une Europe qui, fédérée, soit plus forte pour nous protéger du reste du monde. Une Europe sans la Grande-Bretagne, c'est possible? Mais c'est son problème. C'est son problème, parce que figurez-vous que la Grande-Bretagne aurait bien plus d'inconvénients que l'Union européenne. D'ailleurs, objectivement, aujourd'hui, la Grande-Bretagne est exemptée de presque toutes les politiques européennes. Ils ne sont pas dans la zone euro, ils ne sont pas dans Schengen, ils ont des exceptions sur à peu près toutes les politiques. Donc, on peut s'en passer. S'il y a bien un pays qui ne peut pas se plaindre de l'Union européenne, c'est la Grande-Bretagne, puisque non seulement elle en est membre, mais elle participe à quasiment aucune politique, et qu'en plus, de ça, elle a en permanence freiné les évolutions européennes. Dans les concessions de M. Tusk, il y a écrit qu'on pourrait ne plus avancer plus loin. Aujourd'hui, l'Europe est au milieu du gué. Elle ne peut pas prendre de décisions politiques, économiques ou de sécurité, simplement parce qu'on n'est pas organisé pour ça. Et on va céder à M. Cameron pour régler ses problèmes électoraux. Si M. Hollande et les dirigeants européens font ça, alors ils auront une grave responsabilité sur notre capacité à résister, à combattre, à défendre nos intérêts dans le monde. Merci. Merci. William, c'est à vous. Merci, messieurs. Dans quelques instants, avec Sylvia Digard, l'actualité.